La petite vieille voiture filait à vive allure à travers les rues et les carrefours de la capitale, éclaboussant au passage les flaques d'eau automnale. Au volant se trouvait une jeune femme charmante de 25 ans, portant la veste et la casquette de la Pizzeria Maestro. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Carole travaillait comme coursière, passant ses services à livrer les commandes reçues du répartiteur. Depuis son enfance, elle adorait les voitures, donc le travail lui-même était une passion, trouvant sa détente au volant et sur la route. Cependant, son patron, James, était tout simplement insupportable. Ce vieil homme grincheux et en surpoids l'avait immédiatement prise en grippe, lui confiant la voiture la plus délabrée et la plus vieille, qui tombait en panne tous les jours. Il y avait un mécanicien compétent dans le garage de la pizzeria, mais Carole devait réparer la voiture elle-même. C'est ainsi que le patron l'avait décidé. C'était une violation flagrante de sa part, tout le monde le savait, mais personne n'osait se plaindre. Carole craignait de perdre son emploi, alors elle endurait toutes les difficultés en serrant les dents. Carole n'a pas baissé les bras. Elle passait tous les week-ends sous le capot de sa vieille voiture. Le mécanicien l'aidait un peu. Finalement, ensemble, ils ont remis le véhicule en parfait état. Alors qu'elle quittait la maison d'un autre client, la voiture commença à brouter et à tout sauter, pour finalement caler au feu suivant. Carole jura à voix basse, ouvrit le capot, après une demi-heure de bricolage, changea habilement les bougies. La voiture repartit en vrombissant. S'essuyant les mains avec une serviette humide, elle se versa du café d'un thermos, se renversa sur son siège et ferma les yeux, pensant à son petit garçon. « Comment va mon petit ? Il me manque tellement, il attend que je rentre pour le serrer dans mes bras et l'embrasser. C'est insupportable d'être loin de son propre enfant. Quoi que tu fasses, le cœur n'y est pas. » Les souvenirs de son enfance et de son adolescence défilaient sous ses yeux comme les pages d'un livre bien lu. Ses premières passions dévorantes, l'amour. Carole avait eu une enfance heureuse et insouciante, grandissant dans un petit village à 100 km de la capitale. Son père travaillait comme menuisier dans un petit atelier, sa mère comme cuisinière dans une école maternelle. Une famille typique, comme toutes les autres. Malgré des finances serrées, ses parents n'avaient jamais perdu leur optimisme et parvenaient à joindre les deux bouts ensemble. Il n'y avait ni scandale ni dispute dans la famille, ses parents se respectaient. Son père avait probablement beaucoup désiré un fils, alors quand Carole est née, il a d'abord été un peu déçu, mais ensuite il a décidé que rien ne l'empêchait d'initier sa fille à son métier. Il apprit à Carole à conduire leur vieille voiture dès son plus jeune âge, et ils bricolaient ensemble avec enthousiasme sous le capot, passant en revue les pièces de la voiture. Sa mère grondait et râlait en plaisantant tout en lavant l'enfant sale le soir. « Thomas, qu'est-ce que tu fais ? La petite grandit, ce n'est pas un travail de fille de s'occuper du moteur, laisse-la plutôt apprendre à coudre et à faire des soupes. » Mais son père plaisantait simplement, faisant un clin d'œil à sa fille sale. « Tu ne comprends rien, je vois bien que ça lui plaît, ses yeux brillent. Laisse-la bricoler, ça lui servira dans la vie. Faire une soupe aux choux, ce n'est pas sorcier, mais réviser un carburateur, ça, c'est autre chose. Ça demande de l'intelligence et du savoir-faire. » Ainsi, à 18 ans, Carole pouvait démonter toute la voiture les yeux fermés. Elle obtint son permis de conduire et faisait la course avec la voiture de son ami, rivalisant pour savoir qui était le meilleur pilote. Physiquement, elle était très attirante, menue, avec une silhouette gracieuse et un nez retroussé. Comme elle partageait des centres d'intérêt masculins, les garçons la considéraient comme une amie, l'une des leurs. Ils ne la taquinaient pas, la respectaient et lui demandaient parfois même des conseils pour les réparations. C'était plus difficile avec les amis. Carole trouvait extrêmement ennuyeux d'écouter des conversations interminables sur les cils, les masques faciaux et les nouveaux vêtements à la mode. Mais elle pouvait facilement énumérer toutes les marques de voitures et leurs pièces les yeux fermés. Elle adorait les jeans déchirés, les survêtements et attachait toujours ses cheveux en chignon sur le dessus de sa tête. Un jour, un nouveau garçon apparut dans leur groupe. Il s'appelait Clark. Il était venu passer l'été chez des parents. Quand leurs regards se croisèrent, Carole fut immédiatement captivée. Elle tomba amoureuse sur le champ. C'était une alchimie inexplicable, un coup de foudre ou un miracle extraordinaire. Clark lui parut incroyablement beau. « Oh, arrêtez ça! Est-ce que cette adorable princesse sait même conduire, sans parler de réparer une voiture? C'est difficile à croire. Eh bien, je peux jurer qu'elle ne me battra pas. J'ai participé à des courses l'année dernière. » Alors Carole le défia de manière inattendue, « Parions. Ce soir, sur la piste d'atterrissage, nous ferons une course. Celui qui arrive le premier et le plus vite gagne. »
Le perdant exauce n'importe quel souhait du gagnant. Marché conclu? Le garçon la regarda avec un intérêt surpris. Tu es si courageuse. Très bien, puisque tu as tellement envie de perdre, prépare-toi à exaucer mon vœu comme un poisson d'or. Le soir, tous leurs amis se rassemblèrent sur une piste d'atterrissage abandonnée près du village. Ils installèrent des repères aux lignes de départ et d'arrivée, vérifièrent l'état des voitures avec lesquelles ils allaient courir. Les jeunes étaient excités, anticipant quelque chose de nouveau. Les courses n'étaient pas monnaie courante dans ces parages, même improvisées. 2 filles se tenaient avec des drapeaux, se préparant à donner le signal de départ, tandis que les garçons, chronomètre en main, étaient prêts à chronométrer la course. Carole prit une profonde inspiration, se concentra, au lever du drapeau, démarra en trombe, simultanément avec Clark. La route était poussiéreuse et chaoteuse, et Carole appuya à fond sur l'accélérateur, manœuvrant entre les nids de poules et les bosses. Mais malgré tous ses efforts, Clark réussit à la devancer d'une fraction de seconde. La foule de jeunes applaudit, félicitant Clark. Clark, beaucoup criaient, et le vœu? Clark, qu'as-tu souhaité? Clark regarda profondément Carole dans les yeux et dit, es-tu prête à exaucer mon vœu le plus cher, tout de suite? Carole acquiesça avec détermination. Eh bien, un accord est un accord. On ne peut pas le rompre. Alors, qu'as-tu souhaité? Soudain, Clark tourna Carole vers lui, la prit dans ses bras et l'embrassa. Le monde entier bascula et des étoiles dansèrent devant ses yeux. Tout le monde se mit immédiatement à siffler et à applaudir. Clark sourit et déclara à voix haute, « Je veux que cette courageuse princesse que je viens d'embrasser devienne ma fiancée. » Carole rougit profondément, submergée par l'émotion. C'était agréable que Clark, devant tout le monde, la revendique essentiellement comme sienne. Admettez-le, leurs sentiments étaient réciproques. Le couple commença à sortir ensemble. Tous deux étaient passionnés et jaloux. Parfois, Carole sentait que Clark accordait trop d'attention à une autre fille. Les parents de Carole n'étaient pas contents de son choix. Sa mère tenta de la raisonner. « Ma chérie, je comprends que tu es amoureuse, mais réfléchis par toi-même. Clark est de passage, il est juste ici en tant qu'invité. Il partira à l'automne, et alors? Tu seras seule avec le cœur brisé. » Carole éclata en sanglots. « Maman, je suis amoureuse, je ne peux pas m'en empêcher. Et je crois que je suis peut-être enceinte. J'ai tout le temps la nausée et je suis somnolente. J'ai peur. J'ai peur que si je le dis à Clark, il me quitte et que papa soit très en colère, n'est-ce pas? » Sa mère réconforta sa fille, et son père, ayant surpris une partie de la conversation, décida de ne pas crier et de ne pas faire de scène, mais d'être malin. Il trouva Clark, qui aidait justement des parents, le prit à part et lui dit doucement, « Fiston, Carole est enceinte. Elle pleure, assise là, effrayée de te le dire. Tu en as eu assez? Félicitations. » Le visage de Clark changea et il pâlit. « Oh, je ne sais pas comment c'est arrivé. » Son père serra les poings. « Mais moi, je sais. Si tu essaies de partir discrètement et de laisser tomber ma fille, tu le regretteras. Je te retrouverai et je t'enterrerai, compris? Elle n'a que 18 ans dans un mois. Il est trop tard pour courir maintenant. Nous allons organiser un mariage. Invite tes parents chez nous, nous discuterons de tout comme des adultes, d'accord? Tu me comprends? » Clark hocha la tête, mais il était clair qu'il n'en avait pas fini avec la nouvelle. Il n'avait pas prévu de devenir père et mari à 20 ans, alors qu'il avait tant de vie devant lui. Carole était une fille intéressante et attirante, mais il l'imaginait déjà prendre du poids, perdre son apparence, l'enfant criant et l'empêchant de dormir, et lui devant aller à un travail qu'il détestait. Pas une perspective réjouissante. Ce soir-là, Carole, en reniflant, avoua à son fiancé qu'elle était enceinte. Il grogna simplement avec irritation, « Ou, je sais. Ton vieux est venu me le dire. » « Bonne nouvelle, il a dit. On va se marier. » La jeune fille le regarda dans les yeux. « Tu ne veux pas? C'est ton enfant aussi. » « Oui, c'est tôt, d'accord, mais je ne suis pas la seule responsable. Tu me surveilles, n'est-ce pas? » Clark, essayant de dissimuler son irritation, répondit, « Je t'aime, d'accord? » On s'est mis dans ce pétrin. Bien sûr, j'ai déjà appelé mes parents. Ils viendront demain. J'imagine que ma mère va me passer un savon. Bien sûr, les parents de Clark étaient contre le mariage si jeune de leur fils, mais la menace du scandale l'emporta sur tout, et ils acceptèrent à contre-cœur. Un mois plus tard, le couple se maria discrètement, organisant un mariage. Le marié était assis d'un air sombre et la mariée eut la nausée toute la soirée. Les jeunes mariés s'installèrent chez Clark, dans une ville voisine.
Ses parents avaient un appartement de 3 pièces. Dès le début, la mère de Clark ne prit pas en sympathie la future mariée enceinte et fit clairement comprendre qu'elle n'était pas heureuse de cette union. Carol fit de son mieux au début pour plaire à tout le monde, passant des jours au fourneau, nettoyant, malgré de fortes nausées matinales. Elle espérait ainsi améliorer la vie de famille, mais ne reçut en retour ni éloge ni bienveillance. Après l'accouchement, Clark devint encore plus désinvolte, refusant même de tenir Steve et encore moins de le sortir, prétendant que ce n'était pas un travail d'homme. La nuit, le bébé pleurait sans cesse, souffrant de maux de ventre, puis de poussées dentaires. Carol passait des jours sans dormir, devint décharnée, ressemblant à un zombie, et ne recevait que des critiques au lieu d'aide. Son mari exprimait avec impatience ses frustrations. « Quelle sorte de mère es-tu? Pourquoi crie-t-il? Tu ne peux pas le faire taire? C'est insupportable. » Puis la belle-mère en colère apparaissait dans leur chambre. « Il est 3 heures du matin, vous n'avez donc aucune conscience? Vous ne pouvez pas calmer l'enfant? » Carol ne pouvait parfois pas se retenir et rétorquait « Ce n'est pas seulement mon enfant, mais aussi celui de votre fils. Il pourrait se lever et aider aussi. Je suis sur le point de m'effondrer de manque de sommeil. Mon propre sang ne fait qu'un tour. Et à quoi t'attendais-tu? À rien. Personne ne nous a aidés à notre époque, nous avons tout fait nous-mêmes. Mathieu dort à peine comme ça, il a ses examens finaux qui approchent. » De tels affrontements étaient quasi quotidiens. L'ancienne passion et l'acuité des sentiments du jeune couple s'étaient depuis longtemps estompées. À la place, l'agressivité et l'irritation s'accumulaient. Les parents de Carol rendaient souvent visite à leur fille et à leur petit-fils, apportant des provisions, un peu d'argent, aidant comme ils le pouvaient. La jeune mère se consolait, c'est dur au début. Steve va grandir, mieux dormir, il y aura moins de soucis. Clark et moi, nous allons tout arranger. Mais son fils grandissait, Carol continuait de tourner comme un écureuil en cage, et Clark ne montrait aucun signe de changement. Au contraire, il commença à sortir davantage, rentrant à 3 heures du matin ivre, parfois avec du rouge à lèvres sur la joue provenant d'Ellie, et parfois ne rentrant pas du tout dormir. La pauvre épouse pleurait, cassait des téléphones, cherchait son mari et ses amis les plus proches, le suppliant de rentrer à la maison, et sa mère jetait de l'huile sur le feu, « Regarde-toi dans le miroir. » Négligé, épuisé, les yeux vides. Pas étonnant que ton fils te fuit et ne veuille pas rentrer. Tout est de ta faute. Carol n'en pouvait plus, peut-être devriez-vous plutôt sermonner votre fils. Il se comporte toujours comme un adolescent, pas comme un mari et un père. Arrêtez de me blâmer. Je suis si fatiguée, je n'en peux plus. C'est comme si la belle-mère n'attendait que ça. Elle rétorqua immédiatement, « Eh bien, personne ne te retient ici. Regardez-la, elle est impolie, vit à nos crochets. Nous l'habillons, la nourrissons, et elle n'est toujours pas satisfaite. Tu devrais être reconnaissante que nous t'ayons accueillie dans notre famille. Sans toi et ton ventre, la vie de notre fils aurait peut-être été différente. Il y avait des filles intéressées par lui, il est allé rendre visite à sa tante tout seul. » Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase pour Carol. Elle craqua et se mit hystériquement à faire ses valises et celles de son fils. Attendre son mari était inutile, Carol savait qu'il rentrerait au petit matin, alors elle lui laissa un mot, « Nous divorçons. Je n'en peux plus. Toi et notre fils, vous n'avez pas besoin de nous. » Alors qu'elle se tenait à la porte, sa belle-mère siffla derrière elle, « Où vas-tu? Chez maman te plaindre? » Non, pour toujours. Nous divorçons de ton fils. Je n'en peux plus. Mon propre sang ne fait qu'un tour. Très bien, vas-y, pars. Et non, ne prends pas la peine de revenir. Nous, les Mathieu, nous trouverons une nouvelle épouse normale. Tu n'es pas digne. Carol pleura tout le long du trajet et ne savait pas comment annoncer à ses parents sa décision et qu'elle et Steve venaient s'installer chez eux pour de bon. Elle craignait la réaction de son père, qui croyait aux valeurs traditionnelles selon lesquelles, une fois marié, c'était pour la vie, pas autrement. Mais même dans ses pires cauchemars, Carol n'aurait pu imaginer que cette aide pourrait durer toute sa vie. Non, trop c'était trop. Elle avait trop souffert. Le train arriva tard dans la nuit. Le temps qu'ils arrivent à la maison, il était minuit. Épuisée par le long voyage, Carol tenait une valise d'une main et son fils endormi de l'autre. Avec ses dernières forces, elle frappa à la fenêtre de sa maison. Bonnie, la chienne du quartier, sentant sa maîtresse, se mit immédiatement à gémir joyeusement dans la cour. Un père anxieux sortit sur le porche et cria sévèrement « Qui est là à cette heure? Pétia, si c'est toi, je ne te donne pas d'argent pour boire, tu entends ?» Carol cria, alarmée « C'est moi, papa, ouvre !» L'homme, perplexe, se précipita dehors. Sur le seuil se tenait sa fille.
Mon Dieu, comme elle a maigri cette année. On dirait une adolescente, il ne lui reste que ses yeux, remplis de larmes. Steve, endormi, geignait et s'agitait, ayant vraiment besoin de dormir. L'homme regarda la valise lourde et imposante et comprit tout sans mots. Sa fille n'était pas seulement venue en visite. Mais voyant son état, il ne la gronda pas. Il la serra simplement fort dans ses bras, comme il le faisait dans son enfance, et dit « Pourquoi restes-tu là? Rentrons à la maison. Donne-moi mon petit-fils. Comme vous m'avez manqué. » Carole soupira et répondit doucement « Maman, papa, ça fait tellement de bien d'être à la maison. » La première chose qu'ils firent fut de coucher Steve. Il s'endormit. Carole resta longtemps assise avec sa mère dans la cuisine, parlant et se lamentant sur les ruines de sa vie de famille. Sa mère ne la gronda ni ne cria, elle la réconforta seulement « Ne t'inquiète pas, ma chérie, nous nous en sortirons même sans ce scélérat. Nous ne sommes pas les premières et ne serons pas les dernières. Ces choses arrivent dans la vie. Les voisins vont peut-être jacasser un moment, puis ils arrêteront. Et maintenant? Peut-être que tout va s'arranger. Les hommes ont leur moment. Il va se calmer, grandir, et peut-être revenir. Et toi aussi, tu vas te calmer. » Carole pleurait simplement, « J'en doute, maman. Il ne s'est même pas levé une seule fois pour Steve la nuit. C'est comme si Steve était un étranger pour lui. Et je ne supporte pas un jour de plus avec ma belle-mère. » Elle n'a même pas embrassé Steve pour lui dire au revoir, pas un seul mot gentil. Cette nuit-là, à la maison, dans sa literie bien-aimée, Carole dormit aussi profondément qu'elle ne l'avait jamais fait auparavant. Elle ne se réveilla que lorsque le soleil brillait déjà à travers la fenêtre, la réchauffant de ses rayons. La femme sursauta et se précipita vers le berceau de son fils, mais il n'y était pas. Paniquée, Carole sortit en chemise de nuit. Maman s'occupait du jardin, et papa et Steve nourrissaient les lapins. Le petit leur donnait du foin et riait en les regardant grignoter joyeusement. La jeune mère poussa un soupir de soulagement, pour la première fois, s'étira doucement et sourit au soleil. Elle ne se souvenait pas de la dernière fois où elle avait autant dormi. À partir de ce jour, Carole vécut à la maison avec son fils. Elle essayait de ne pas être un fardeau, bien que le travail soit rare dans le village. Elle aidait activement sa mère au jardin et à la cuisine. Elle voyait combien il était difficile pour ses parents de les soutenir tous avec leur pension. Elle divorça de Clark. Carole alla au tribunal, et maintenant le pauvre homme lui versait une pension alimentaire, mais elle était dérisoire, car il n'avait pas de revenus stables. Clark n'avait aucune envie de voir son fils. Il ne lui rendit jamais visite. Apparemment, un mariage précoce était devenu un fardeau pour le garçon. Un an plus tard, Carole partit pour la capitale afin de gagner de l'argent pour des améliorations pour son fils et des jouets. Elle trouva un emploi de coursière à la Pizzeria Maestro. Elle loua un logement bon marché, travailla dur, économisa sur tout, mais allait voir son fils quelques fois par mois et lui apportait de l'argent. Il lui manquait terriblement. Le petit aussi manquait à sa mère. Elle devait pratiquement l'arracher d'elle quand il était temps pour elle de repartir. La femme rêvait que lorsque le garçon grandirait, elle l'emmènerait avec elle, mais avec un emploi du temps aussi effréné et imprévisible, c'était tout simplement impossible pour le moment. Un soir, le répartiteur lui donna une commande urgente à l'autre bout du district. Elle y était presque quand soudain, un jeune homme surgit d'une ruelle, directement sur le capot de sa voiture. Il tendit des mains ensanglantées et la supplia de s'arrêter. Carole prit la nette, baissa la vitre et cria, choquée, « Vous êtes fou? Et si je vous avais renversé? Que s'est-il passé ?» L'inconnu balbutia, « Une fille me poursuit. Je dois aller à l'hôpital. Je crois que je me suis coupé une veine, le sang jaillit. » Carole eut une pitié insupportable pour le pauvre garçon. Elle vit qu'il était mal habillé, avec un vieux jean usé et des baskets quelconques, un sweat à capuche sale. Carole savait qu'elle aurait une pénalité pour avoir livré la commande en retard, mais elle décida de l'aider quand même. « Montez, allons-y », sauter quelques pâtés de maison, notre héroïne se gara sur un parking et sortit un bandage de sa trousse de premier secours, l'enroulant autour de la main de l'inconnu. Elle demanda, « Alors, comment vous appelez-vous » Le garçon répondit à peine audiblement, « Rick. Je suis sorti de prison récemment. Nulle part où aller. Et aujourd'hui, des voyous m'ont attaqué et m'ont tailladé les mains. Pure malchance. » La femme faillit laisser tomber le bandage sous le choc. Elle avait un ancien détenu dans sa voiture. Il se mit soudain à faire une chaleur inconfortable. Elle insista, « Pourquoi étiez-vous en prison? J'espère que ce n'était pas pour meurtre. » Rick hésita, réalisant que Carole avait simplement peur de lui, et se hâta de la rassurer. « Rien de tel.
Mais c'est une longue histoire, et même si je disais que je suis innocent, vous ne me croiriez pas, n'est-ce pas? Tout ce que je peux dire, c'est que la prison est un endroit terrifiant. L'enfer. Je ne sais pas comment j'ai réussi à garder mon humanité. Ça brise même les plus forts. Carol hocha la tête en silence, conduisit l'homme blessé à l'hôpital. Très bien, prenez soin de vous, guérissez vite, dit-elle. Rick faillit pleurer, répondant avec passion, merci, gentil fée. Je vous retrouverai et je vous revaudrai ça. Vous pouvez compter sur moi. De retour à la pizzeria après la livraison, Carol s'attendait à une réprimande, mais pas à un tel scandale. James l'attendait et se déchaîna immédiatement comme un fou. Où étais-tu pendant tout ce temps, tir au flanc? Pourquoi ne travailles-tu pas? Carol fut abasourdie par les insultes, essayant de s'expliquer. Le propriétaire explosa de colère. Femme éhontée, tu transportes des sans-abri dans ma voiture maintenant. Ça pue à l'intérieur. Sors d'ici, tu es viré. Je trouverai 1000 comme toi, petite insolente. Carol se sentit tellement blessée d'être renvoyée sans raison valable. Elle cria avec colère, très bien, je pars. Elle pleura en récupérant ses affaires personnelles dans le garage. Les mécaniciens et les autres chauffeurs la réconfortèrent de leur mieux. Quel crétin! Il t'a viré pour rien, la consolèrent-ils. Tu as bien fait, Carol. Ne t'inquiète pas, peut-être trouveras-tu un meilleur travail. Au revoir, prends soin de toi. Tu vas nous manquer. Ils se dirent au revoir en s'embrassant. Carol se traîna jusqu'à sa chambre louée. Elle se sentait horriblement mal. Elle avait mis tout son cœur et son âme dans sa voiture, elle avait fait de son mieux, et pourtant, elle était jetée comme une vieille chaussette. Elle n'avait aucune idée de quoi faire ensuite, ni comment continuer. La dépression s'empara de Carol. Les 2 semaines suivantes, elle fut désespérée, appelant quotidiennement de nombreuses offres d'emploi, toutes menant à des impasses. Soudain, des coups persistants à sa porte la surprirent. Elle tituba pour ouvrir, pensant « Ça y est, la propriétaire est venue m'expulser. Je suis déjà en retard sur le loyer. » À sa surprise, un jeune homme respectable et bien habillé se tenait là, avec le plus beau bouquet de ses glaïeuls préférés. Il sourit chaleureusement et la salua. « Salut, c'est moi, Rick. Tu me reconnais? Je suis venu te remercier. Tu m'as sauvé la vie, sinon je me serais vidé de mon sang à l'époque. » Étonnée, Carol n'en croyait pas ses yeux. Le contraste entre le sans-abri qu'elle avait conduit et ce gentleman raffiné était saisissant. Elle l'invita à entrer, lui versa une tasse de thé chaud et commença à demander « Ouah, Rick, tu es magnifique. Comment est-ce possible? Tu as gagné des millions à la loterie? » Rick gloussa et commença son histoire. « Laisse-moi t'expliquer depuis le début. Je suis en fait le fils d'un riche homme d'affaires, Monsieur Brown. Il possédait une chaîne d'hôtels, pas seulement dans notre ville. Ma mère est décédée très tôt, j'avais juste 13 ans. Elle avait une maladie grave, et tout l'argent du monde n'a pas pu l'aider, malgré les meilleurs médecins. J'ai pleuré sa mort profondément. Ma mère me manque terriblement encore aujourd'hui. C'était la personne la plus proche et la plus chère pour moi. 1 an plus tard, mon père a fait entrer Amanda dans notre maison comme sa nouvelle femme. À partir de ce jour, ma vie paisible a pris fin. Elle n'essayait même pas de cacher son aversion pour moi. Nous nous disputions souvent. Elle avait son propre fils, Austin, qui, bien sûr, a emménagé avec nous. Peux-tu deviner qui elle aimait le plus? Devant papa, elle faisait semblant de s'en soucier et montrait de l'amour, mais quand il n'était pas là, tout était pour Austin. Mon demi-frère était un sacré fauteur de troubles. Il ne voulait pas étudier, séchait les cours et dépensait l'argent de papa dans les clubs. J'ai terminé l'école, je suis entré à l'université et j'ai étudié le commerce et le droit. Malgré les conflits et les affrontements avec ma belle-mère, ces années à l'université m'ont semblé les plus heureuses. À cette époque, j'avais beaucoup d'amis, les études étaient remarquablement faciles et intéressantes. Quelques mois seulement avant d'obtenir mon diplôme, mon père est mort subitement et mystérieusement. Il a eu un accident de voiture en revenant d'une réunion avec des partenaires dans une ville voisine. De nulle part, un camion-ben est entré en collision avec lui sur une route complètement déserte. Comment il est arrivé là reste un mystère. Mon père est mort sur le coup, sans jamais reprendre connaissance. Ils n'ont jamais retrouvé le chauffeur du camion, malgré toutes les recherches. Cette tragédie m'a complètement anéanti. Je me souviens à peine des funérailles. J'étais bourré de sédatifs et je suis tombé en dépression. Papa n'a pas laissé de testament, donc tous ses biens sont revenus à moi et à Amanda, son épouse légale. J'ai tout de suite compris que cette vipère infâme était responsable de tous ses malheurs,
surtout quand la police a trouvé de la drogue dans la poche de ma veste un jour. Apparemment, Austin l'avait fait sur l'ordre de sa mère. Je jure que je n'avais jamais même essayé une cigarette de ma vie. C'était inutile de discuter, Amanda avait acheté tout ce qu'elle pouvait. Il n'y avait personne pour me défendre. L'avocat commis d'office était inutile, et j'ai fini par être condamné à 8 ans ferme. Au début, j'ai cru que j'allais perdre la raison ou mourir en prison. Pour moi, un casanier qui avait grandi dans le luxe, ses cellules nauséabondes, humides et moisies, la nourriture infecte qu'ils appelaient repas, semblait irréelle et tout simplement cauchemardesque. Ils ont même essayé de m'étrangler une nuit, mais mon excellente formation en autodéfense m'a sauvé. L'apathie est passée, puis je me suis mis en colère et j'ai décidé de survivre malgré tout. J'ai commencé à m'entraîner, où j'avais fait de la boxe sérieusement avant la prison, où j'ai travaillé comme un esclave et j'ai fait le travail de 10 hommes pour l'équipe. Cela m'a valu une libération anticipée après 4 ans au lieu de 8. Quand je suis sorti, je ne pouvais pas respirer correctement. Je pensais que le supplice était terminé, mais ce n'était pas le cas. Le plus intéressant était encore à venir. J'ai essayé de renouer avec d'anciens amis, des connaissances, j'ai essayé de repartir de zéro. Tu sais, quand tu n'es plus le fils d'un homme d'affaires mais un repris de justice, les amis oublient soudain ton existence. J'ai réalisé que je n'avais plus d'amis. C'était si douloureux quand ceux qui avaient vécu à tes crochets se détournaient, ne cachant même pas leur dégoût et leur indifférence. Pendant ce temps, Amanda avait réussi à dilapider tout le patrimoine de papa avec Austin. Elle a appris par des connaissances que j'avais été libéré plus tôt et a décidé de se débarrasser de moi. Elle a engagé des voyous, et c'est là que je les ai rencontrés dans cette ruelle. Mais la prison m'avait beaucoup appris, y compris à me défendre. Ils n'ont pas réussi. Je me suis défendu, je me suis libéré et je me suis échappé. Et puis tu m'as trouvé sur la route. Mais ce n'était pas la fin. Ce soir-là, en raison de l'indisponibilité de tous les chirurgiens de garde, le médecin-chef de l'hôpital, le docteur Andrew Smith, a été appelé pour examiner le sans-abri afin d'établir un certificat médical. Il n'a pas hésité à vérifier son casier judiciaire. Je lui en suis reconnaissant. Quand il m'a vu, il a failli s'évanouir de surprise. Il a arraché sa perruque, révélant sa calvitie. « Tu es vivant. Mon Dieu, où étais-tu, fils ? Je ne t'ai vu nulle part depuis les funérailles de ton père. Je pense souvent à lui. C'était un homme en or, il a tant fait pour le service, acheté du matériel coûteux. Nous étions amis depuis de nombreuses années. Mon Dieu, que t'est-il arrivé ? Pourquoi as-tu cette apparence ? Raconte-moi tout, immédiatement. » Pendant qu'il me recousait et soignait mes blessures, je lui ai brièvement parlé des manigances de ma belle-mère, du coup monté avec la drogue et de la prison. Il était bien sûr choqué. Il a promis de m'aider pour tout et a tenu parole. Non seulement il m'a hébergé temporairement, mais il a aussi utilisé ses relations pour m'aider à sortir de toute cette situation. J'ai porté plainte à la police pour l'agression. Ces voyous ont été arrêtés et ils ont immédiatement impliqué leur belle-mère comme étant le cerveau de l'opération. La police a agi à temps. Les scélérats étaient déjà à la porte avec leurs valises. Réalisant que sa tentative de me tuer avait échoué, la belle-mère avait décidé de quitter la ville et de se faire oublier à l'étranger. Ils l'ont attrapé, Austin aussi. Maintenant, ils sont sous enquête. Qu'ils découvrent ce que c'est que de bronzer au centre de villégiature pénitentiaire. Lors de l'interrogatoire, son fils a immédiatement dénoncé sa mère et a raconté à la police non seulement l'attaque contre moi, mais aussi le meurtre de son mari. L'enquêteur a promis de réexaminer mon cas. Si j'ai de la chance, il pourrait même blanchir mon nom. Mais le plus important, c'est qu'il s'avère que mon père a laissé une carte dans un coffre-fort bancaire. Elle contient la plupart de ses revenus. Seul moi peux y accéder. Il avait anticipé que des concurrents pourraient le provoquer ou attenter à sa vie et avait décidé d'assurer mon avenir. Son meilleur ami, Andrew, était le seul au courant de cette carte. Il ne savait même pas que j'étais en prison, car tout s'est passé si vite, grâce aux efforts de la belle-mère. Elle lui avait dit que j'étais parti dans le Nord pour gagner de l'argent et que j'avais disparu. Il ne s'attendait jamais à me revoir vivant. Il a pleuré, m'a demandé pardon de m'avoir laissé lutter toutes ces années sans m'aider, mais il ne savait vraiment rien. Andrew et moi sommes allés à la banque et avons activé la carte que mon père avait laissée. Maintenant, je ne suis plus démuni ni errant. Je suis un citoyen prospère. C'est comme ça que ça se passe, les miracles arrivent dans la vie. Je suis reconnaissant à mon père d'avoir veillé sur moi, reconnaissant au chirurgien qui m'a tendu la main dans mes heures les plus sombres, et à toi, bien sûr, ma sauveuse, de ne pas avoir laissé un étranger mourir. Carole était sous le choc.
Elle secoua simplement la tête, incrédule face à tout cela, puis demanda « Ouah, c'est difficile à croire. On dirait une série télévisée. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Tu as de telles opportunités de changer ta vie. » Le garçon sourit, « Je vais commencer par t'aider. C'est une question d'honneur pour moi. J'étais à ton lieu de travail, et les gars du garage m'ont dit que ce salaud de propriétaire t'avait viré à cause de moi. Mais nous allons arranger ça. Je vais simplement racheter cette chaîne de pizzeria et la gérer à ma façon. Et je te nommerai directrice. Qu'en penses-tu? » Carole s'étouffa presque avec son thé. « Tu es sérieux? Tu ne plaisantes pas? Bien sûr, compte sur moi. Il y a tellement de choses qui ne me plaisent pas là-bas. » James est trop gourmand, il ne voulait pas investir dans la croissance, adopter de nouvelles technologies, améliorer la qualité du service. Ce n'est tout simplement pas bien. Personnellement, je changerais beaucoup de choses, surtout la flotte de véhicules. Ce sont toutes des épaves, c'est impossible de les conduire. Merci pour une telle offre. Juste un peu effrayant, cependant. Je n'ai jamais été directrice. Et si je n'y arrive pas? Alors je te laisserai tomber. Rick la rassura, tout ira bien. Je suis aussi un débutant, je viens d'obtenir mon diplôme. Alors nous commencerons de zéro ensemble. Je t'engagerai une assistante compétente. Je sais qu'elle t'aidera et tu pourras apprendre sur le tas. Tu sais, Carole, je me sens à l'aise avec toi depuis le premier instant. Je ne sais même pas pourquoi. Je pense que nous nous entendrons bien. Alors je serai heureux si tu acceptes mon offre. Carole était ravie, j'accepte avec plaisir. Je suis au bord du désespoir. J'ai une semaine de retard sur mon loyer, je n'ai rien envoyé à mon fils ni à mes parents, et bien sûr, je ne trouve pas de travail décent. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Rick était stupéfait. Tu as un fils? Ouah! Et tu as l'air si jeune. Comment s'appelle-t-il? Quel âge a-t-il? Et pourquoi n'est-il pas avec toi? Et où est ton mari? Surpris, Rick la bombarda de questions. Carole répondit honnêtement, j'ai divorcé de mon mari il y a 2 ans. Nous nous sommes mariés trop tôt parce que j'étais enceinte et il ne voulait pas vraiment d'enfant. Quand Steve est né, il ne l'a même pas tenu dans ses bras, n'a pas participé à son éducation. Tout est tombé sur moi. Ma belle-mère me harcelait jour et nuit, mon mari faisait la fête, et moi, je jonglais entre la lessive, le ménage, la cuisine et l'enfant. Je dormais à peine 2 heures par nuit. Finalement, je n'en pouvais plus. J'ai tout abandonné et nous nous sommes séparés. Mais même après le divorce, mon ex n'aide pas avec notre fils. Il paie une misère. Ça ne sert à rien de vivre avec mes parents et mon fils dans un village, tu sais, il n'y a absolument pas de travail là-bas. Alors j'ai dû laisser mon fils avec mes parents et venir dans la capitale. Je ne peux pas vivre éternellement à leur crochet. Steve me manque terriblement et je rêve de pouvoir l'amener ici bientôt. Mais comme tu peux le voir, la chambre est petite, inconfortable, et je viens de me faire virer de mon travail. Rick écouta attentivement et pensivement, sans l'interrompre. Puis il parla doucement, je le comprends. Ce n'est pas bien qu'un enfant grandisse loin de sa mère. Ma propre mère est décédée tôt, alors je sais à quel point c'est horrible et solitaire sans elle. Personne ne peut la remplacer dans le monde. Tiens, prends cet argent. Ne refuse pas, ou je serai vraiment blessé. Rentre chez toi pour l'instant, rends visite à ta famille, vois ton fils. Je vais tout régler ici et je viendrai te chercher. C'est le moins que je puisse faire pour toi maintenant. Après tout, tu n'as pas hésité une minute quand tu as mis cet ex-dollar blessé dans ta voiture et que tu as conduit pour lui sauver la vie. Laisse-moi te remercier sincèrement pour ça. Carole était sous le choc. Elle balbutia, merci, T. Ne t'inquiète pas, je te rembourserai chaque centime. Je commence à faire mes valises maintenant. Quelle bénédiction! Demain, je verrai mon fils et ma mère. Voici mon adresse dans le village et mon numéro de téléphone. Nous t'attendrons. Ils se dirent chaleureusement au revoir. Carole acheta à son fils de nouveaux vêtements, des jouets et des bonbons, et n'oublia pas ses parents. Elle acheta à sa mère une nouvelle couette en duvet parce que l'ancienne était usée, et à son père des bottes en caoutchouc, essentielles pour leur route. Elle partit après avoir réglé ses affaires avec son propriétaire. Le petit Steve vit sa mère de loin et se précipita dans la rue vers elle en criant joyeusement. Il sauta dans ses bras à son approche, la serrant si fort que ça lui faisait presque mal. Il l'embrassa à plusieurs reprises et n'arrêtait pas de dire « Hourra! Maman est là! Tu m'as tellement manqué! Ne repars plus, s'il te plaît. Je veux être avec toi, d'accord ?» Carole pleurait aussi, serrant son plus précieux trésor désordonné contre elle et promettant « D'accord, mon petit lapin. Je t'emmènerai avec moi. Tu m'as tellement manqué aussi. Je t'aime tellement. »
Tu es la chose la plus précieuse que j'ai. Nous ne serons plus jamais séparés, je te le promets. Sa mère accourut au bruit et se mit aussi à étreindre sa fille. Carol est là. Nous sommes si heureux, surtout Steve. Il a été si terrible, pleurant et faisant des crises de colère, voulant juste sa maman. Entre. Papa, lâche ta motobineuse et viens ici. Quelle joie, Carol est là. La femme se sentit si chaleureuse et heureuse dans son âme, sachant avec quelle impatience elle était attendue et aimée à la maison. Ensuite, ils déjeunèrent tous ensemble, admirèrent les cadeaux, essayèrent les nouvelles choses, tandis que Carol racontait avec enthousiasme à sa mère sa nouvelle connaissance, Rick. Sa mère secoua simplement la tête avec étonnement. Tout le monde était stupéfait. Elle agita les mains, ça alors. C'est comme dans un film. C'est difficile à croire. On ne sait jamais ce qui nous attend au tournant. Mon père s'inquiéta de la plaisanterie. Eh bien, vas-y Carol, tu sais, il est parti depuis un moment et tu crois toujours à ses contes de fées et tu veux emmener Steve avec toi. Tu as dit toi-même que c'est un ancien tôlard. Qui sait ce qu'il a en tête? Vous, les femmes, vous êtes trop confiantes. Laisse-le venir, nous verrons quel genre de type il est vraiment. Ils aiment tous raconter des histoires et promettre monts et merveilles, mais quand il s'agit d'agir, ils sont prompts à s'esquiver. Il y avait une part de vérité dans les paroles de papa. Carol elle-même ne pouvait pas croire pleinement que tout cela n'était pas un rêve et avait très peur d'une trahison ou d'une tromperie à nouveau. Et s'il avait menti et ne revenait pas? Mais elle avait déjà promis à son fils. Elle se sentit triste dans son âme, son humeur disparut instantanément. Mais elle ne le montra pas pour ne pas contrarier son fils et ses parents. Elle répondit joyeusement, nous verrons bien comment ça se passe. Mais pour une raison quelconque, je l'ai cru. Il a de tels yeux, tu sais. Je ne peux même pas les décrire. Honnête, peut-être. Je sens qu'il ne ment pas. Tout le monde ne peut pas être des scélérats. En s'occupant de son fils et en aidant sa famille, une semaine passa comme un jour. Il n'y avait aucune nouvelle de Rick. Carol commença à s'inquiéter et décida que papa avait raison et que l'ex-tôlard sauvé s'était avéré n'être qu'un beau parleur. Une autre semaine passa, puis une autre. Steve était certainement heureux que sa mère soit à proximité et se réjouissait qu'elle reste à la maison pendant longtemps. Mais la femme était déjà épuisée et ne savait plus quoi faire, comment vivre, quoi entreprendre. Encore dire au revoir à son fils et partir. Ses parents comprenaient l'état d'esprit de leur fille, ne s'immisçaient pas dans son âme, au contraire, essayaient de la distraire de ses pensées tristes avec diverses tâches et préoccupations. Mais la jeune mère réalisa qu'elle ne pouvait pas continuer comme ça longtemps. L'argent que Rick lui avait donné était épuisé depuis longtemps, mais elle avait besoin de vivre de quelque chose. Apparemment, elle devrait tout recommencer par elle-même. La pensée de cela lui donnait la nausée et la rendait insupportable. Soudain, une énorme Jeep s'arrêta dans la cour. Rick en sortit avec des fleurs et d'énormes sacs. Joyeuse, Carol courut ouvrir la porte, son cœur battait la chamade à l'intérieur, tout chantait et se réjouissait qu'il ne l'ait pas laissé tomber, ne l'ait pas abandonné et soit venu ainsi. Rick la regarda avec admiration, la salua et commença à s'expliquer. « Carol, salut. Désolé d'avoir mis si longtemps, mais j'ai tout réglé. Ton ancien propriétaire était très têtu, ne voulait pas vendre l'entreprise, mais finalement, la cupidité l'a emporté. J'ai acheté un appartement pour moi, un 3 pièces dans le centre, et un pour toi et ton fils à proximité. Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? C'est un quartier calme, résidentiel, avec une école maternelle, une école et une aire de jeu à proximité. Je pense que j'ai pensé à tout. Tu aimeras ça. Assez de s'entasser dans ces réduits infestés de cafards. Déménageons, d'accord? Tu peux me présenter à ton fils et à ta famille. » Carol ne put que cligner des yeux et reprendre son souffle. « Comment ça, tu nous as acheté un appartement? C'est tellement d'argent. Je veux dire, je te rembourserai lentement, comme un prêt hypothécaire. Nous ne sommes que des amis, après tout. » Rick rit, l'embrassa sur la joue et répondit, « Allez, tout va bien. Nous réglerons les questions d'argent plus tard, qui doit quoi à qui. » Carol présenta Rick à ses parents et à Steve. Le petit fut ravi d'avoir un invité, joua joyeusement avec le pistolet jouet qu'il avait reçu, bavarda sans arrêt, montrant à Rick ses dessins et ses bricolages en pâte à modeler. Puis tout le monde s'assit pour dîner. Carol et sa mère préparèrent un festin généreux, et Rick mangea de bon appétit, louant le repas. Carol rougit, les compliments de Rick, ses paroles chaleureuses lui firent très plaisir. Alors que le dîner touchait à sa fin, le père de Carol versa une autre rasade de vodka d'argousier et dit immédiatement, « Eh bien, que dirais-tu d'un autre? Allez, Rick, allons fumer. J'ai quelque chose à te dire, loin des dames. »
Il fit un clin d'œil conspirateur au jeune homme. Carol se tendit. Elle savait exactement comment les discussions de son père avec Clark s'étaient terminées. Papa, peut-être que ce n'est pas nécessaire. Rick et moi sommes justes. Mais Rick la rassura, ce n'est rien, nous allons parler d'homme à homme de nos affaires. Nous revenons bientôt. Nous avons tous nos secrets, n'est-ce pas? Les hommes sortirent dans la rue et allumèrent du tabac fort. Le père de Carol commença, Rick, dis-moi honnêtement, d'homme à homme, que veux-tu de Carol? Je ne croirai jamais que ce n'est que de l'amitié, ça n'arrive pas. J'ai vécu ma vie et je comprends comment les choses fonctionnent. Est-ce qu'elle te plaît? Rick répondit honnêtement, je ne mentirai pas, je n'en ai pas l'habitude. Oui, votre fille me plaît vraiment. Je n'ai jamais rencontré de personnes aussi sincères et gentilles auparavant. Mais j'ai été en prison, même si je n'étais coupable de rien. Voudra-t-elle être avec un ancien détenu? Je ne sais pas. Mais j'aimerais vraiment vivre ensemble, élever Steve, les protéger, les garder en sécurité. L'homme plus âgé dit, ma fille a été terriblement brûlée une fois, a souffert pendant longtemps. Ça m'a brisé le cœur de la voir comme ça. Alors je te le demande, Rick, s'il te plaît, ne la blesse plus. Et surtout pas mon petit-fils. Ce sont les choses les plus précieuses pour nous, ma femme et moi. Je ne pourrai tout simplement pas le supporter si quelque chose de mal arrive à Carol. Promets-le-moi. Et ne blesse pas mon petit-fils. C'est un bon garçon, au cœur tendre. Alors si tu n'es pas sûr de pouvoir l'aimer comme le tien, il vaut mieux ne pas t'impliquer. Rick répondit sincèrement, je promets que je ne blesserai ni Carol ni Steve, et je ferai tout pour les rendre heureux. Je promets que je ne vous décerai pas. Carol coucha son fils. Ses parents allèrent aussi se coucher, mais le jeune couple ne parvenait pas à dormir. Ils s'assirent ensemble sur un banc dans le kiosque et ne pouvaient s'arrêter de parler. Ils se sentaient tous les deux bien et légers, comme s'ils se connaissaient depuis la moitié de leur vie. Quand il fut presque l'aube, Carol chuchota, « D'accord, il est temps de s'allonger. J'ai besoin de me reposer avant la route. Mon petit fauteur de trouble va bientôt se réveiller, et maman ne s'est même pas encore couchée. Je t'ai installé dans la chambre d'amis. Bonne nuit. » Rick lui prit timidement la main et l'embrassa doucement. « Carol, tu m'as vraiment plu. Je ne te mettrai pas la pression. Je veux juste que tu saches que nous soyons ensemble ou non, je te protégerai, toi et Steve, et je ne laisserai personne vous faire du mal. » Tout ce qui se passait semblait être un conte de fées pour Carol, comme Cendrillon et le Beau Prince, et elle avait peur qu'au 12e coup de minuit, tout s'évanouisse et que le carrosse redevienne citrouille. Mais à partir de ce jour, la vie de la femme commença à changer comme dans un conte de fées. Tout d'abord, Rick lui donna les clés de l'appartement. Ils commencèrent à s'installer avec son fils. L'homme aida à inscrire le petit à la garderie, ce qui était un sacré défi pour elle dans la capitale. Ils commencèrent à travailler ensemble. Le travail battait son plein. Carol choisit avec expertise de nouvelles petites voitures maniables pour la livraison de pizzas, tandis que Rick menait des auditions parmi les chefs, sélectionnant les meilleurs candidats. Un mois fut consacré à un travail méticuleux de préparation. Ils changèrent le style, le design, et finalement, ils ouvrirent. Le diplôme en commerce et gestion de Rick n'avait pas été vain, il avait tout planifié méticuleusement. L'entreprise décolla, bourdonnant d'activités. Leur entreprise commune et les soins apportés à Steve les rapprochèrent. Ils ne pouvaient imaginer une minute l'un sans l'autre. Leur relation était particulière, un mélange d'amitié solide, de confiance et d'une étincelle latente qu'ils n'avaient pas encore laissé s'enflammer. Leurs appartements étaient proches l'un de l'autre, et ils faisaient constamment des allers-retours, ne sentant plus la différence entre chez eux et en visite. Rick se lia rapidement d'amitié avec le petit, et ils devinrent amis. Ils aimaient jouer ensemble, modeler de l'argile et jouer au ballon dans le parc. Un week-end, Carol emmena son fils rendre visite à sa grand-mère. Il se manquait terriblement, et elle rentra très tard. Même de loin, elle remarqua que l'appartement de Rick était encore éclairé. Elle ne voulait pas rentrer chez elle sans son fils, cela lui parut immédiatement vide et triste. Elle décida de passer chez Rick pour une tasse de thé et pour discuter des plans pour lundi. Ils devaient aller faire des courses ensemble. Carol poussa la porte, elle n'était pas verrouillée. Elle entra doucement. Elle crut entendre des sanglots venant de la chambre. Elle s'y précipita et vit une scène triste. Rick était assis par terre, un album de famille sur les genoux, tenant un verre de brandy. Il caressait des photos de sa mère et de son père, sanglotant doucement comme un enfant. Carol se sentit mal à l'aise et demanda doucement, « Je suis désolée, ce n'est peut-être pas le bon moment. Veux-tu être seul? Je vais partir tout de suite. » Rick se ressaisit, essuya une larme et lui fit signe d'entrer. «
Non, ce n'est rien, assieds-toi. J'aurais besoin de compagnie. Tu en veux? Aujourd'hui, ça aurait été l'anniversaire de ma mère. Souvenons-nous d'elle. Qu'elle repose en paix. Je me sens toujours particulièrement triste et seule ce jour-là. Ça fait tant d'années, tu sais, mais elle me manque toujours terriblement. Regarde-la, quelle beauté. Il y a quelque chose en elle qui me rappelle toi. Tu sais, je me souviens comme si c'était hier comment elle me bordait, me racontait des histoires sur l'ours polaire et me caressait les cheveux et les joues. La chaleur de sa main persiste encore dans mon cœur. Ils restèrent assis longtemps. Rick parla de son enfance, de moments drôles et poignants. Ils rirent et pleurèrent ensemble. Puis il se tourna soudain vers elle et dit directement, « Carole, sois honnête avec moi. Tu ne m'aimes pas vraiment, n'est-ce pas? J'ai l'impression que tu ne me prêtes aucune attention et que je ne suis qu'un ami pour toi, rien de plus. Je suis amoureux, tu ne le sens pas? Et Steve n'est plus un étranger pour moi. Quand il s'assoit sur mes genoux, ça me fait tellement de bien à l'intérieur. » Carole ne dit rien. Elle l'embrassa simplement. C'était plus sincère que n'importe quel mot. C'est ainsi qu'ils devinrent une famille aimante et solide. Ils décidèrent d'abattre la cloison et de combiner leurs appartements, créant un espace plus grand. Le couple se maria discrètement, aucun des deux ne voulait de pompe ni d'attention superflue. Carole, plus que quiconque maintenant, savait qu'un mariage ne résout rien. Le vrai bonheur doit être discret. Leurs parents n'auraient pu être plus heureux de leur gendre. Enfin, leur fille et leur petit-fils étaient sous bonne protection. Ils voyaient le bonheur briller dans les yeux de leur fille. Steve commença progressivement à appeler Rick papa. Un jour, les jeunes mariés se rendirent au village pour rendre visite à leurs parents et allèrent se baigner au lac avec toute la famille. Rick étendit une couverture et gonfla un matelas pneumatique pour Steve, et ils batifolèrent et jouèrent dans l'eau comme des petits enfants. Puis Rick commença à apprendre au petit à nager. Il le soutenait par le bas dans l'eau et l'encourageait, « Allez, fiston, faisons-le ensemble. Batte des jambes comme une grenouille, pagaie avec tes mains. » Bientôt, le petit se débrouillait plutôt bien. Il applaudit joyeusement, « Papa, regarde, j'ai réussi. Je nage tout seul. Je suis bon, hein ?» Carole sourit, profitant du soleil d'été, et appela ses hommes, « D'accord, ça suffit. Venez vous réchauffer avec moi. J'ai déjà fait des sandwichs. Petit, tu t'es fatigué? Nous avons besoin d'une pause pour bronzer un peu. Je ne veux pas que tu attrapes froid avant la garderie lundi. » Non loin de là, à l'ombre sous un saule, un groupe d'hommes buvait de l'alcool. C'étaient des fauteurs de troubles locaux. L'un d'eux, observant la famille heureuse profiter de son temps ensemble, écrasa soudainement son gobelet en plastique avec un craquement et le jeta dans l'eau. Son visage se tordit de rage. C'était Clark, bien sûr. Il reconnut Carole. Elle n'avait pas changé d'un iota au fil des ans. Et ce garçon bien nourri, aux joues roses, qui appelait un autre homme papa, était en fait son propre fils, sa chair et son sang. Comment cela pouvait-il être? C'était injuste. La première impulsion fut de les confronter et de faire une scène. Il voulait désespérément frapper le compagnon de Carole, lui prouver que c'était lui, Clark, qui devrait être là avec eux. Ses poings le démangeaient. Mais ensuite, l'ex-mari réalisa, que dirait-il réellement à son fils? Et, je suis ton vrai père, celui qui ne s'est jamais occupé de toi, qui faisait la fête, qui ne t'a même pas tenu une seule fois dans ses bras. Peut-être qu'il ne se souvient même pas de moi. Il aura peur, et c'est tout. Ce n'est que maintenant que l'homme comprit à quel point il avait bêtement et stupidement gâché sa famille, les avait traités comme des amis et des aventures. Et qu'avait-il à montrer en retour? Menant une vie à la dérive, sans carrière, sans femme aimée, sans enfant. C'était insupportable de regarder cet homme chanceux étaler de la crème solaire sur le dos de sa femme autrefois aimée, envelopper tendrement des serviettes autour d'elle et nourrir le petit Steve en le tenant près de lui. Et Carole, elle avait l'air contente, heureuse, positivement radieuse. Clark se leva brusquement et marmonna, « Très bien, les gars, je dois rentrer à la maison. Le train arrive bientôt. » Ils furent perplexes. « Quoi, déjà? Nous n'avons même pas fini la moitié des verres. Où vas-tu? Tu ne devais pas venir avec nous demain? » Il leur fit simplement un signe de la main et se dirigea vers la maison de sa tante. Rick fut complètement réhabilité et sa condamnation annulée. Il commanda et installa un solide monument sur la tombe de son père avec l'inscription « Merci, papa, et éternellement reconnaissant ». Maintenant, il visitait souvent les tombes avec sa famille, prenant des nouvelles, s'occupant d'eux, partageant tout là-bas. Cela soulageait le cœur de Rick, comme si ses parents pouvaient l'entendre d'en haut, se réjouissant pour leur fils.
Carole ne regretta jamais d'avoir cru aveuglément en ce simple mot ou de l'avoir aidé un jour, trouvant finalement le meilleur et le plus aimant des maris et un père responsable. Et Rick chérissait toujours Carole plus que tout. Elle était le sens de sa vie. Les époux commencèrent à se demander s'il fallait donner à Steve un petit frère ou une petite sœur. Espérons que tout ira bien pour eux, car ils le méritent vraiment. Nos vies sont faites de chagrin et de joie, et elles sont parfois imprévisibles, mais l'essentiel est de toujours rester humain et de ne jamais perdre espoir.